Du coup, j'ai l'honneur d'accueillir Patrak sur cette vidéo qui va nous parler de son deck Cad Bane. Salut à toi. Salut à tous. Salut. Du coup, un joueur qui fait top 8, même 5ème place dans un PQ avec un personnage honnêtement bien original. À mon avis, c'est quelqu'un qui sait déjà jouer au TCG de manière générale. Raconte-nous un peu ton parcours pour arriver jusqu'au Planetary de Star Wars Unlimited. Alors le parcours de Star Wars ou le parcours en général de joueurs parce que À j'ai mon un avis, en fort général, passif. ouais. À mon avis, il y a du passif, ouais. Ouais, j'ai un peu de passif effectivement. J'ai commencé à Magic en 93. Ouais, je suis de la deuxième génération des rôlistes joueurs de jeux de cartes. De cette époque-là, on va dire quoi, parce que les Ouais. ancêtres qui ont beaucoup joué aux jeux de rôle en fait anglais. Donc moi j'ai bien attaqué sur les cartes après avoir fait une session JDR et un petit peu figurine qui a toujours continué comme vous pouvez le voir là. On a une belle collection. Donc j'ai beaucoup joué à Magic effectivement jusqu'aux années 2000. Après j'ai fait une pause et puis j'ai erré entre plein de jeux. Ouais. Mais j'ai toujours gardé un petit peu cette vibe compétitive parce qu'à Magic j'étais quand même bien à fond quand j'étais étudiant. Ouais. Donc j'ai jamais lâché ça. J'ai joué à d'autres jeux de cartes. J'ai fait du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes qui était basé sur les films. Je sais pas si ça vous parle. Celui-là, non. Le Seigneur des Anneaux de Decipher en fait. D'accord. Bon après, moi je suis un peu un fan de tous les univers qui soient fantastiques ou futuristes. Donc ça, c'est vrai que je suis bien à fond dessus. Euh, Après, j'ai beaucoup joué aux figurines aussi. J'ai fait beaucoup d'Armada dans les années 2015-2019. Et puis, je me cherchais un peu. Et puis, finalement, bah, quand Star Wars est arrivé, c'était l'occasion. Mhm. On s'est chauffé avec un copain. On était au Festival des Jeux de Cannes. On a testé. Et puis, on est parti dessus. Voilà. Toi, géographiquement, t'es situé où en France? Je suis à Toulouse. T'es Toulouse même, d'accord. Ouais, ok. Ouais, Donc, je suis un Toulousain. t'étais un local. Donc, on est. Ouais, j'étais le local de l'étape, exactement. Très content d'ailleurs, puisqu'il y a eu 4 Toulousains qui ont été qualifiés dans le top 8 sur les 8 personnes, ce qui était plutôt bien, ce qui a prouvé qu'on avait quand même un niveau de jeu à Toulouse. Ouais. Donc, parce que tant qu'on s'est pas confronté aux autres, parce qu'on c'est vrai on n'a pas beaucoup bougé sur les autres tournois, qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller à Bourges ou au tournoi de Darkmoor. Donc on savait pas trop si on était comment on pouvait se situer par rapport à la communauté française. Ouais. Donc ça a permis de quand même un peu de confirmer que Ouais. qu'on avait un niveau. Et, Après, je sais pas quel niveau on a, mais ça va. et justement, du coup, qu'on parle un peu de compétitif aujourd'hui, euh, alors déjà le choix de ton leader, donc oui, de ton leader, donc Cad Bane. Pourquoi est-ce que est-ce que tu suis déjà la méta, on va dire nationale? Est-ce que tu avais vu quelque chose de particulier avec ce champion ou c'est un champion de cœur que tu as envie de jouer depuis le départ? Alors, ouais, enfin moi je connais bien tout l'univers Star Wars de manière générale, hein, parce que je lis des bouquins Star Wars dès les années 90. Bon, Cad Bane, il a plutôt été introduit dans la série Récemment, ouais. Rebels, Ouais, si j'ai bon récemment. souvenir. Ouais. Donc ouais, je l'avais vu dans cette série-là aussi, mais ça me parlait pas plus que ça. Non, moi à la base, je suis plutôt un deck builder en termes D'accord. de construction de jeux de cartes. Donc j'aime pas trop jouer les decks méta. Ok. J'aime bien jouer des decks rogue. Ok. Et ce que je trouvais un peu dommage au début du set 2, et ce qui s'est confirmé tout au long du set 2, c'est que beaucoup de joueurs finalement ont pas fait cet effort d'aller tester des leaders qui n'étaient pas exposés par des influenceurs sur le net en fait. Ouais. Hein. Ouais. Euh, et moi je voulais vraiment jouer, c'est-à-dire j'ai joué le deck Lando, j'ai joué le deck Cad Bane, j'ai essayé de tryharder Jabba aussi, mais j'ai pas réussi. Et donc effectivement, Cad Bane, bah, ça faisait partie des tout premiers leaders que j'ai joué en sortie de set courant juillet. Euh, et donc j'ai vraiment voulu le pousser au maximum, quoi. Ouais. C'était vraiment ça l'idée, c'était de pas jouer les decks trop simples. Alors évidemment, j'avais mon deck de cœur du set 1 qui était Han 1, D'accord. green, Han vert, vert, ouais, le Han que vert. je, ouais, que je jouais beaucoup durant le set 1. Après, l'idée c'était quoi, hein? C'était de jouer sur l'économie d'action. Hein. On voit bien que l'économie d'action elle est primordiale dans le jeu pour pouvoir essayer de conserver l'initiative. Et Cad Bane, bah, il coûte pas d'action. Ouais. Pour, on va en parler un petit peu après, je On va en suppose, parler, du ouais, tout à leader en fait. Ouais. lui-même. Donc, ouais, on va rester sur le choix. Bon, voilà, vraiment un joueur,
on va dire, méta-builder, c'est-à-dire qui crée ses decks et qui les try hard, hein, qui les teste à fond. C'est ça. Et pas trop un suiveur d'influence, quelqu'un. Alors c'est pas péjoratif, mais les gens qui ont envie de Non, mais on va dire, se prendre la tête et qui jouent ce qui est fort du moment. Voilà. chacun aborde le jeu à sa manière. C'est ça. J'y vois pas de critique. Ouais. Il ne faut pas y voir une critique Non. envers, Non, envers vraiment une pas. communauté ou une manière. Chacun a envie de s'amuser comme il le souhaite. C'est ça. Après, c'est sympa aussi de jouer avec les decks méta. On sait que c'est efficace. Ça dépend aussi du temps qu'on veut consacrer au jeu. Donc, bon, moi, j'ai décidé de m'y investir pas mal pour pouvoir effectivement jouer un deck rogue, parce que ce qu'il faut quand même bien se rendre compte, comme tu l'as dit toi-même, c'est que derrière, eh ben, le deck rogue, il est pas connu, mais il faut affronter toute la méta pour savoir comment il est positionné, puisqu'il n'a pas été testé par le reste de la communauté. Il y a très peu de joueurs qui le jouent, donc on sait pas ce qu'il vaut vraiment, quoi. Ouais. Du coup, juste pour revenir un peu sur ton parcours, donc comme je le dis en introduction de la vidéo, tu finis dans le top 8, tu finis 5e, c'est ça? Enfin, en théorie, entre 5 et 8. Voilà, en théorie, entre 5 et 8. Tu perds la première partie du top 8. Juste comment dire, ton ressenti sur le top 8 de Toulouse, qui était plutôt sympa, je pense, au niveau des leaders représentés. Alors, on a été assez étonnés, parce qu'au final, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de boba vert que ça sur le tournoi. Donc, est-ce que c'était dû à la méta locale, aux joueurs, au mood ambiant ou pas? Mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que Boba Vert, c'est le leader du format. Je suis à peu près en phase aussi avec certaines volontés qui sont de nerfer le leader ou de trouver une solution, parce que, enfin, moi personnellement, j'estime que ça y est, ça fait quand même 2 saisons qu'on bouffe du boba à tout bout de champ là, donc il faudrait peut-être un petit peu introduire de la diversité et puis donner de la chance aux autres jeux, voilà. Et donc après c'était ça. Franchement, il y avait une très bonne ambiance. Bon, il y a eu quelques petites difficultés parce qu'on a changé la date, elle a été changée du dimanche au samedi, ce qui fait que explique d'ailleurs en partie, je pense, le faible nombre de joueurs pour un PQ, puisqu'on était 80. Ouais. Mais bon, ça c'était indépendant. Enfin, c'était malheureusement des difficultés qu'a eu l'organisateur pour avoir une salle, et au dernier moment, il a été obligé de changer de salle, qui n'était dispo que le samedi, donc bah ça a été fait au mieux, on va dire, hein, mais ça nous a peut-être privé d'une partie des joueurs, ça, il faut en être conscient. Mais au niveau du méta local sur Toulousain, on a du boba vert, on a du boba jaune, on a essentiellement des joueurs qui prennent des listes d'internet, et bien après il y a aussi des personnes qui aiment bien construire et créer des decks originaux. D'accord. Donc moi j'en fais partie, mais il y en a d'autres, hein, qui aiment bien avoir leur propre touche, et voilà. Après, sur les autres joueurs, moi je connaissais pas trop les autres joueurs, les Bordelais, les Montpelliérains, les Perpignanais. Salut Zaz. Eux, je connais pas trop leur méta local, donc je savais pas trop comment me positionner, mais en fait, moi, le deck je l'avais construit par rapport au méta international, c'est sûr. Ouais, okay. Même pas forcément le méta français, parce qu'au final, on discute pas tant que ça sur de decklist par rapport à ce qui est présenté en termes de contenu sur les listes internationales à l'étranger. C'est vrai que moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube en anglais pour m'informer et pour voir ce qui est fait en termes de méta, quoi. C'est ça. Et ben justement, en parlant de méta et de méta builder, comment j'ai envie de t'appeler, passons à ton deck, avec en premier lieu évidemment le choix du leader. Donc on a Cad Bane en version leader, donc pas unité. Pourquoi? Dis-nous déjà pourquoi. Il arrive au 7-3. Il arrive, il va arriver effectivement. Donc le leader, quand il est pas arrivé, quand il est pas sur le terrain en unité terrestre. Alors dis-nous déjà pourquoi ce choix. Mais en fait, ça m'intéressait de voir ce que pouvait donner le ping, hein, puisque c'était un ping un peu comme Vador. Mais sans avoir à payer de coûts. La contrepartie, elle est quand même exigeante, puisqu'il faut quand même avoir une bonne densité d'unités Underworld dans son deck. Et aussi, en plus, on contrôle pas où va aller le ping. Donc, juste pour introduction, pour les joueurs qui sont pas trop anglophones ou qui sont pas de gros joueurs, ping, c'est le fait de mettre un dégât. En fait, c'est de déclencher une action qui permet d'envoyer un dégât à une unité adverse. Et donc, la contrepartie... Enfin, Cad Bane fait cet effet quand vous rentrez une unité pègre en français. Par contre, l'inconvénient, effectivement, c'est que c'est l'adversaire qui choisit où il va mettre le dégât qui arrive.
Et donc c'est un peu tout l'inconvénient de ce leader. Vas-y, je te laisse continuer. Tout à fait. Donc il faut être capable de monter en densité de dégâts, surtout à partir du milieu de partie et de la fin de partie, pour être sûr de continuer à rentabiliser le leader. Voilà. Donc c'est vrai qu'en début de partie, c'est assez simple et très rapidement, en fait, la base rouge s'est imposée. Parce que au début, j'avais testé le vert. Hein, Ouais. bon, je voulais pas faire du double jaune parce que c'est la solution de facilité, le double jaune, D'accord. clairement. Hein. Enfin, il y a tellement de decks double jaune au début du format. Il y avait eu le Han 1 double jaune, le Boba 1 double jaune. Ouais, bon, on aurait pu faire du Cat Bane double jaune, mais ça servait pas. C'était pas dans l'idée du leader. Donc je suis allé chercher des couleurs qui essayaient de combiner bien avec lui, donc qui fournissaient suffisamment d'unités pègres, Underworld en anglais. Ouais. Et finalement, pour avoir testé le rouge, eh bien, la base rouge s'est imposée parce qu'elle fournit un tempo fantastique. Ouais. La base, Puisque, on va en parler un peu plus hmm, tard. ouais, Là, voilà. on reste vraiment sur le leader. Donc, ouais. Tu arrives à le rentabiliser? Sur toutes les débuts de partie jusqu'au tour 5-6, oui, sans trop de Ouais. problèmes. C'est après que ça va commencer à pêcher, puisque en fonction de certains match-up, ben, s'il y a beaucoup de body, ça devient compliqué, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en top 8. Bon, on en reviendra là-dessus, mais il y avait Anne, Anne 1 jaune joue beaucoup d'unités avec énormément d'endurance, Oui. et donc ça devient plus compliqué. Comme on ne contrôle pas où va le dégât, ben en fait, il peut les répartir, et finalement, il annule complètement le pouvoir du leader. Ouais. Donc c'est à ce moment-là où il faut aussi des bons dans l'équilibre du jeu, il faut quand même des sorties assez puissantes, Ouais. parce que par rapport à la liste, on va sûrement la voir après, mais on voit que la liste elle est quand même plus orientée contrôle qu'aggro. C'est-à-dire qu'au début, beaucoup de joueurs avec Cad Bane sont partis sur Lady Proxima. Oui. Moi, j'étais pas trop d'accord parce que oui, mettre des dégâts à la base, c'est bien, mais ça coûte une carte, ça fait rien au-delà de ça, et ça permettait pas de prendre le contrôle sur la partie. Et pour moi, Cad Bane n'est pas un deck agressif. La version agressive, elle est pas valable par rapport à des decks aggro qu'on peut connaître sur le format actuellement, bon, jusqu'à la fin de cette saison qui se termine ce week-end, on va dire essentiellement. Ouais. Mais bon, comme un Kylo jaune, un Kylo double rouge, une Sabine, on est vraiment très loin de l'agressivité, ou même un Lando, parce qu'on se rend pas compte, mais Lando rouge est très très agressif. Euh, mais Cad Bane n'avait pas cette possibilité-là d'avoir ce niveau d'aggro. Et de toute façon, de l'aggro avec juste un ping, ça n'a pas de sens, Non. puisque le ping, on veut endommager des unités, alors que l'aggro, il veut faire taper la base uniquement. Donc ça marchait pas ensemble, en fait, Ouais. tout simplement. Et donc, c'est pour le leader, on va dire, en leader non unité. Et du coup, sa version, enfin, quand il arrive en jeu, tu essayes de le sortir le plus rapidement possible. Tu tempos pour le sortir peut-être un ou deux tours plus tard, histoire de optimiser les dégâts qu'il peut infliger. C'est quoi ton optique? J'essaye de sortir le leader le plus rapidement possible, sauf contre une liste contrôle. Ouais. Évidemment, contre une liste contrôle, bon, il y a toujours ce péril du super laser blast, donc on préfère pouvoir sortir le leader après le super laser blast pour pouvoir garder du tempo et de l'agression. Par contre, contre toutes les autres listes, oui, on veut avoir le leader on board, et le tour 6 est assez clé au final, puisque on aimerait pouvoir proposer les 3 dégâts de Cad Bane. Ouais. C'est-à-dire poser un Underworld avec Cad Bane en tant que leader, sortir Cad Bane et reposer une autre unité Underworld pour pouvoir faire encore 2 dégâts, ce qui propose 3 dégâts sur le board adverse. Et si on a réussi un peu à contrôler la game, eh ben ça permet de se débarrasser d'unités un peu plus costauds, quoi, clairement. Ouais. Après, le leader, en fait, sur ses stats lui-même, pour 6, bien sûr qu'on aurait aimé qu'il sorte au tour 5. C'est ça. Avec moins de body, il aurait été 2-6 raid 2 au tour 5, tous les jours j'aurais acheté. Bon là il faut composer avec un tour 6. Après 8 de body, mine de rien, c'est lourd, parce qu'il n'y a rien qui le gère en un coup, à part un Leader's Fall en bleu, hein, qui va arriver au même moment. Donc il est capable quand même vachement d'encaisser. Et ce qu'il y a de bien sur ce leader, c'est que même s'il est immobilisé par un mort, il ne sert à rien, il ne me sert à rien, no good to me dead en anglais, Yes. et en fait son pouvoir continue d'être actif. C'est ça. Donc il est pas, c'est pas comme une raie, si elle se prend un no good to me dead, bah, elle peut plus soigner, elle peut plus augmenter les stats de ses unités. Lui, il est déployé, il peut être immobilisé, qu'il continue quand même à faire ses petits dégâts.
Donc il est pas mal en termes de contrôle. Après, c'est sûr qu'on veut attaquer avec lui et très souvent, on veut gérer des unités adverses. On veut pas aller droit dans la base parce que vraiment le but du deck, c'est de prendre le contrôle et dès qu'il a pris le contrôle, d'aller le plus rapidement sur la base. Mais il faut prendre le contrôle puisqu'au début, on voit qu'on n'a pas de sentinelle, quoi. Donc dans le jeu, on va parler après. Ouais. D'accord. Donc effectivement, un leader intéressant parce que pouvoir passif en fait, donc pas besoin d'être engagé pour se déclencher. Et le tour d'arrivée, alors il arrive effectivement un tour 5 ça aurait été encore beaucoup plus fort. Tour 6 c'est le bon tour pour arriver, c'est vraiment le tour au niveau du jeu où beaucoup de choses se décident dans le jeu. Donc pouvoir arriver avec un gros body quand même et 3 dégâts potentiels, quand même intéressant pour l'arrivée d'un leader. Et donc tu l'as combiné avec la base rouge, tu nous disais ça te semblait assez évident à force de faire des parties que c'est cette base là qui s'imposait. Explique-nous un peu pourquoi. Bah tout simplement parce que de par sa capacité à endommager une unité, la base rouge est active immédiatement, on n'a pas besoin de faire d'attaque. Donc en fait on peut prendre le tempo au tour 1. C'est un petit peu comme les bobas qui disent bah, je pose Grido, je fais ma Clunky dessus, je fais 3 dégâts, je détape une ressource, je repose mon Grido. Mais moi j'ai à peu près le même effet, sans avoir à avoir un Maclunky. Il me suffit d'avoir une unité Underworld que je pose pour pouvoir faire un dégât à la sortie adverse en fait, donc quelle que soit l'unité qui est posée, et la tuer avec la base. Alors, de manière générale, on veut faire ça au tour 1. D'accord. Contre certains match-up, on va quand même essayer de garder Tarkington un peu plus tard pour pouvoir gérer une unité un peu plus grosse. Parce que bon, voilà quoi, un 3-2 volant, limite on pourrait le tuer en posant une deuxième unité Underworld au tour 2. Puisque très souvent, si le joueur adverse va poser une unité 3-2 volante, il va vouloir partir à l'aggro, il va pas vouloir développer son board, sous risque que à ma première action à moi, qui sera derrière lui en général, je lui tue son unité volante, donc il va vouloir attaquer, donc moi je vais pouvoir poser une deuxième unité Underworld et le tuer. Dans ce cas-là, je vais pas utiliser la base. Par contre, tout ce qui est peut-être un peu plus... ça va dépendre du match-up. Contre un Sabine, je vais pas hésiter. Je veux pas qu'il y ait un X-Wing leader, je veux pas qu'il y ait un Fleet Lieutenant, ça c'est hors de question, donc je vais tuer directement le premier out. Et du coup, le deck prend le contrôle de la partie dès le tour 1. D'accord. Et va essayer de gérer les unités adverses grâce à cette base en fait. Donc c'est la base, c'est le pilier de tout le jeu. On peut pas jouer une base à 30, c'est pas possible. C'est pas le même jeu, c'est pas la même philosophie de jouer une base à 30. Sans Tarkington, le deck n'existe pas. Ouais. C'est mon opinion, hein. Peut-être que d'autres pensent à autre chose, mais voilà, de ma vision, Tarkington, c'est la base qui est parfaite avec ce leader. Tout à fait. Du coup, pour compléter cette base, ce leader, tu rentres un bon paquet d'unités terrestres dans ton deck. On va les voir à l'écran. On va peut-être les voir un peu une après l'autre. Et surtout nous sortir un peu les synergies que tu en dégages. Notamment, bon, alors le Grido dans ce deck. Alors bon, Grido il s'impose dans tous les decks jaunes, évidemment. Alors étonnamment, Grido est pas joué par exemple en x3 dans certains decks Boba vert. Bon, moi je suis pas d'accord, je trouve que Grido est vraiment incroyable. Pour moi c'est... Après Overwhelming Barrage dans le 7-1, Grido est très 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 bien placé en termes d'unco les plus fortes du jeu. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est quand même un drop qui peut tuer une Sabine pour 1. Enfin, suffit qu'on ait une bonne densité de non-créatures dans le jeu. Il y a un Grido en jeu, la Sabine sort, on attaque et on fait 3 dégâts et après on révèle sa carte et si on n'a pas d'unité, ben on met 2 dégâts supplémentaires. Donc pour 1, on a géré une Sabine. Donc en termes de tempo, de dépenses de ressources, c'est quand même assez incroyable Grido, il y a rien à dire. Enfin, d'ailleurs, j'ai beaucoup joué jaune au 7-2 et j'ai souvent été à court de Grido sur tous les decks puisque je joue quasiment 5-6 decks qui ont une composante jaune, donc tout ont 3 Grido, que ce soit en aggro, que ce soit en contrôle ou en soft control, Grido est très très fort, quoi. Bon, évidemment, en hard control ça n'a pas de sens, mais même pour un contrôle de mid-range, Grido c'est extrêmement fort. Donc là, il n'y a rien à dire sur Grido. Après, les combinaisons classiques, c'est avec le pistolet, hein, le blaster, il peut monter à 5. On peut même tuer un Boba
enfin pour 3 au tour 4 quand il sort, au tour 3 s'il a rampé. D'accord. C'est non, Ouais, Grido, il y a rien Grido, à dire. C'est pour moi, c'est totalement, ça rentre totalement dans le pack. L'idée, c'est d'avoir quand même entre 11 et 12 drops qui sont capables de sortir au tour 1. ouais. Puisque comme on le voit, on veut rentabiliser Tarkington, on veut être sûr de pouvoir faire le ping. C'est crucial de le faire à ce moment-là, donc il faut quand même une certaine stabilité dans le deck. Donc on va aller chercher voilà, ces 11 ou 12 drops qui coûtent 1 ou 2 et qui vont permettre de stabiliser le jeu. Ensuite, on voit que tu rentres 3 basines. Alors, Ouais. explique-nous ce choix. Parce que pour comment dire, ton optique de contrôle, effectivement, Mm. en plus, elle a le bon mot-clé, donc ça tombe bien. Oui. Donc, Donc ouais, ouais. on en voit pareil dans les decks Boba. Des fois, on en voit, des fois, on n'en voit plus. Mm. On les voit pas mal en side maintenant. Toi, tu les joues directement en 3 exemplaires en plus. Bah, la raison, c'est par rapport au point faible du deck, hein, on va pas se le cacher. Le deck se fait satelliser par une carte, clairement. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon compte rendu sur le Discord français. Hein, cette carte m'a même dégoûté de jouer le jeu pendant quasiment 1 mois et demi. Je l'ai pas joué Ouais. parce que voilà, l'armure de Boba, c'est un vrai problème pour ce jeu. Donc, on veut avoir une solution immédiate contre ça. Donc main deck, on joue Sabine, après, on joue Basine, pardon. De toute Basine. manière, Basine, c'est pas très grave, dans le pire des cas, c'est une ressource. Et de toute façon, on cherche pas l'aggro, c'est ce que je disais depuis le début. On cherche à prendre le contrôle et enlever une carte clé comme que ce soit une armure de Boba, que ce soit une carte qui rampe, que ce soit un drop. Alors, on l'a pas dit, mais avec ce deck-là, on laisse tout le temps l'initiative à l'adversaire. Ouais. On n'a pas parlé de ça. Le but, c'est que ce soit lui qui pose sa première ressource et nous qui réagissions en faisant le ping et après en détruisant l'unité avec Tarkington. Donc même une basine va faire le boulot elle va permettre, elle va déclencher le ping de Cad Bane en fait. Et en plus en permettant de voir un petit peu ce que l'adversaire, donner des informations sur le contenu de la main de l'adversaire. Tant bien même on défausse rien, ça permet vraiment d'orienter aussi la manière dont on va ressourcer sur les tours d'après. Enfin, vraiment, enfin, pour moi, Basine, c'est l'une des meilleures rares. Elle est sur le podium aussi des rares du 7-2. Hein. Ouais, 7-2, ouais. Moi, enfin, en termes de cotation sur carte market et tout, en termes de prix, la carte vaut 50 centimes, mais pour moi, c'est limite incompréhensible, quoi, parce que alors elle est peut-être moins charismatique qu'un Maul, hein, mais pourtant elle fait tellement de travail, quoi. Et elle est aussi orientée qu'un Maul, c'est-à-dire qu'elle est dans une couleur avec une affinité Villénie. Alors oui, elle va faire moins de taf en late game, et encore que si elle peut vous empêcher d'avoir un super laser blast, ça vous met quand même très très bien. Et sans compter qu'en plus, bah, elle est en combinaison avec toutes les unités Underworld et notamment Maclunky, quoi. Ouais. Parce que bah, là, on retourne un petit peu sur le play de Boba. Mais moi, en fait, j'ai joué dès le début Basine Maclunky parce que Maclunky, au début, faisait pas partie des jeux Boba. Hein. Non, Au il est début du rentré 7-2, tardivement. il est rentré assez tardivement. Et alors que ce deck-là jouait Maclunky depuis le début, en fait. D'accord. Je pense. Alors, est-ce que c'est une tech qu'ils ont découvert? Je pense pas qu'ils l'ont découvert en jouant Cad Bane, parce qu'ils l'ont pas vu Cad Bane. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte de la puissance de la carte, clairement. Maclunky, c'est incroyable aussi. Alors ensuite, on voit effectivement le Crafty Smuggler. Alors c'est pareil, c'est pour déclencher, je pense, ton ping. En plus, ça a du Oui. shield, c'est vraiment une plaie. C'est vraiment... En jaune, il Bah, y a que des plaies. Il y a que des plaies à traiter. On Et est c'est complètement ça. d'accord. Voilà. Courant 7-1, quand j'affrontais Boba Vert, hein, je trouvais que le Crafty Smuggler était surstaté. C'était infernal. Ouais. Et en plus, il va très bien dans le plan de jeu de Cad Bane, puisque lui, on a la certitude qu'il va survivre au tour 2, en fait, Ouais. puisqu'il va se Ouais. prendre... Même s'il se fait attaquer dessus, l'adversaire va pas pouvoir le tuer. Donc c'est parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une unité qui est capable de gérer le board. Donc elle est capable de mettre 2 fois 2 dégâts. Et surtout, elle permet de sécuriser le shot first, Ouais. tout simplement. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a un shot first, elle se combine bien avec le blaster aussi, elle permet de prendre le contrôle. C'est vraiment une unité de contrôle. Et la la dernière unité, qui est la plus critiquable, qui fait partie des évolutions notamment du jeu, c'est Migs.
Mix, je voulais le tester, voilà, parce que pour la petite histoire quand même, mon errance suite aux multiples défaites contre l'armure de Boba jouée par un autre bon joueur toulousain qui s'appelle Piscouman sur le Discord français, m'avait un petit peu dégoûté, et donc j'ai vraiment remonté le Cad Bane la veille du PQ. D'accord. Ouais, donc j'ai vraiment, je suis retourné sur Cad Bane, je me suis dit bon allez, ce jeu tu l'as poncé pendant quasiment 2 mois, et tu vas en faire quelque chose, et donc j'ai essayé de tester une composante un peu plus discard, comme on le voit, hein, c'est quand même une composante Ouais. qui est assez forte dans cette version-là, avec des pillages, main deck, des no bargain, et donc l'idée c'était essayer de trouver une synergie avec Migs. Au final, Migs, son problème c'est que on va le poser T1 pour pouvoir gérer l'unité adverse, mais très souvent il va pas survivre très longtemps. Oui. Et on n'a pas envie de jouer de la discard en début de partie. En fait, la discard, on veut la jouer au moment clé. Oui. Et c'est rarement en début de partie. En début de partie, on veut stabiliser le board. Tout à fait. Et donc Mix, il aide pas trop à stabiliser le board parce que il a que 2 en body, il a que 2 en attaque. Là où tu peux faire des coquineries avec, et ce que les adversaires s'en rendent pas compte, c'est que si jamais ils nous font défausser une carte à nous aussi, mais on peut faire de dégâts avec lui. Ouais. Mix, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est quand nous on fait discarder ou quand on se fait discarder une carte. Donc là c'est pas mal, mais c'est assez rare que ça arrive au final. Donc je pense qu'il va pas rester dans le build, mais bon il était là pour assurer de la consistance sur la partie Underworld, remonter dans la main avec McClunky, proposer 2 dégâts sur une unité, parce qu'on va vraiment pas sur la base adverse, hein, c'est très très rare. Pendant les 6 premiers tours, on ne va pas sur la base adverse. D'accord. Ouais. Du Boba, des intégrateurs, enfin oui, c'est des intégrateurs, hein, c'est le classique, le 3-5. Oui. Ouais, évidemment, aussi pour 3, une carte 3-5 en jaune, cheatée, surstatée, qui est. Au final, qui est plus là, tant et que ça, elle a subi les ratas sur les leaders, donc quelque part, c'est pas forcément la carte. La seule raison qui fait que je la joue, c'est parce qu'elle est Underworld. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. J'aurais une autre carte Underworld 3-5, j'aurais une autre carte avec un pouvoir différent. C'est très très rare que j'arrive à utiliser son pouvoir en D'accord. attaque. Des fois ça marche. Alors avec l'introduction de No Good To Me Dead, il y a des petites surprises à faire, effectivement. Là ça marche mieux. Ouais. Puisqu'on a la certitude de laisser une unité engagée au tour d'après. Donc là, le Boba va pouvoir faire les 3 dégâts, plus les 3 de son attaque. Donc ça permet une meilleure gestion. Mais initialement, le No Good To Me Dead n'était pas dans le deck. Et le Boba, ça n'a jamais été la carte qui m'a trop convaincu. Mais elle est nécessaire parce que elle donne un peu de contrôle sur le board, tout simplement. Mmh. Ensuite, tu as des Forlom, évidemment, dans l'optique de gérer le board adverse. Exactement, il y en a que 2, je pense qu'il faudra en mettre un peu plus. À la base, je jouais 3 Forlom et 2 Zukus, ouais. et 3 Bossk aussi. Ok. Mais il a fallu faire de la place pour rentrer la discard, donc j'ai baissé un petit peu ces unités de contrôle. Au final, je pense qu'il faut quand même revenir sur ces unités embuscade. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les unités en embuscade, au final, elles ont plus 1 de power quand il n'y a qu'une seule unité adverse. Oui. Mais oui, parce que avec Cad Bane, elle arrive, on peut faire le ping d'abord, avant l'embuscade, ou après, au choix. On ordonne comme on veut. On va mettre les 4 dégâts, et après le ping va arriver pour faire le 5e dégât, qui souvent va permettre de tuer une unité à 5 en endurance, Ouais. ou si elle a que 4 en endurance, de mettre un point de dégâts à une autre unité qui arrive sur le board, éventuellement. Donc c'est très très fort, et en plus avec par exemple le laquais du syndicat, on peut monter jusqu'à 6. Mais alors le problème c'est qu'au tour 5 souvent il y a quand même beaucoup de body sur la table, et c'est assez rare d'arriver à faire 6 dégâts secs à une unité. Faut qu'on arrive dans une situation de jeu un peu plus rare, on va dire. D'accord. Une carte, alors là j'aimerais bien que tu m'en parles bien en détail, c'est le Jabba. Ah oui. Jabba, en 3 exemplaires en plus. Ah ouais, c'est le Jabba, on dirait pas comme ça, mais c'est un des piliers du jeu en fait. C'est-à-dire que effectivement, très souvent, on préfère jouer le Forlom pour drop 4. C'est une certitude, il faut quand même en être conscient. Mais un Jabba, faute de mieux, mais au final, il ouvre des possibilités assez incroyables, quoi. Alors déjà, j'avais essayé de le builder en 7-1, mais il y avait clairement pas assez de cartes astuces. Ouais.
Mais là, par contre, il donne une consistance au jeu, il donne de la ressource au jeu en late game, enfin en fin de partie, assez incroyable. Déjà, c'est un body qui en impose quand même de 8. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand chose qui peut le tuer suite au fait qu'il arrive en jeu. Ouais. Même les anti-créatures bleues, bah, il y en a pas. Hein. Abattre le dragon, ça marche pas dessus. Takedown, ça marche pas dessus. Donc au final, il est là. Et il arrête bien. Et on a envie de jouer un petit blaster sur Jabba pour en faire un 4-8. Et là, on va pas. Ça permet quand même de bien gérer le board. Et puis cette capacité qu'il a de réduire le coût de toutes les astuces de 1, c'est critique en fait. Ouais. Parce que ça permet au tour 4 de faire un Maclunky gratuitement, tout simplement. Donc on prend encore du tempo pour pouvoir gérer. On peut aussi faire un shot first gratos. Il m'est arrivé à certains moments de pouvoir jouer deux astuces au tour 4 et reprendre le contrôle du board de manière assez importante, quoi. Genre on a un Crafty Smuggler disponible, on va pouvoir faire shot first, il va pouvoir gérer une unité, ensuite on va jouer directement Maclunky, remonter le Crafty Smuggler en main, faire 3 dégâts à une autre unité, et tout ça au tour 4 en fait. Ouais. Donc il débloque énormément ils permettent d'accélérer le jeu. Alors il offre moins de contrôle immédiat qu'un Forlom. Et puis s'il est en jeu et qu'on arrive à avoir un Bosque avec tous les tricks au tour à 5 ressources, du coup Bosque devient extrêmement fort. Ouais. Puisqu'on a capacité, dès qu'on joue un événement gratos avec Jabba qui coûte 1 de moins, et ben en fait Bosque il est capable de mettre 2 dégâts en plus. Derrière, donc en fait là on passe en mode mitraillette, quoi. Clairement sur le board, on peut shooter énormément de choses. Avec du ping qui se déclenche, ouais, on est vraiment. Exactement. Ouais. Bah justement, bon, alors Bot, lui, il arrive il arrive pour 5 de ressources. Et donc, un tour après, il y a l'embuscade qui va bien. Et effectivement, s'il est là, qu'il y a Jabba qui est là également, j'imagine un peu la sauce de dégâts qui sont mis. Après, après, ça dépend des situations de jeu, hein, parce que on rampe tous les tours, on a finalement en général que 3 cartes disponibles dans la main. Alors, ce qu'on n'a pas dit sur Jabba quand même, c'est sa capacité à aller chercher aussi un tricks, voilà, une astuce parmi les 8 prochaines cartes. Donc, ça offre énormément de flexibilité puisque qu'on voit que le deck joue quand même 12 astuces. Donc il y a vraiment une bonne consistance. J'ai raté une seule fois sur l'ensemble de mes parties le fait de piocher une astuce, même si cette carte astuce est pas utile, parce que ce qui nous est proposé est pas utile sur le moment, ça devient toujours une ressource. Donc en fait on fait déjà un petit peu on commence à gratter du card advantage pour pouvoir continuer à avoir du jus en fin de partie, ce qu'on veut. En fait, on veut vraiment avoir du jus en fin de partie. Donc le fait de faire ce petit card advantage, mais ça va vraiment dans le sens du deck. Non, vraiment Jabba, et puis c'est très surprenant en fait. Les gens s'y attendent pas. Il y a avec sneak attack, ça permet de sortir quand même un Palpatine avec 6 ressources. Ouais. Donc ça ils le voient pas venir. Ça permet de sortir plus rapidement aussi dans la curve le Ruthless Raider. Qui permet d'avoir une bonne gestion sur le board et de revenir dans la partie ou d'aller chercher un kill contre un deck contrôle. Ouais. Non, effectivement, une carte qu'on a un peu oubliée, je pense, et c'est bien de la remettre en avant. Ah ouais, vraiment, Jabba est totalement, on peut pas l'enlever du jeu, ce n'est plus le même jeu. En fait, c'est pas compliqué. En fait, les jeux, pour qu'ils puissent se distinguer des autres, il faut qu'ils trichent un peu. Voilà. Et Jabba, ça c'est vraiment une de ces cartes-là qui permet de donner ce petit avantage caché, mais qui est très fort et qui permet au deck finalement d'émerger de la masse du méta en fait. Ouais. Après, je dis pas que c'est le meilleur jeu du monde, hein, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste que Jabba, il contribue au fait que le deck a la stabilité du jeu. Ouais. Alors, on voit comme dans beaucoup de decks jaunes, tu as intégré des syndicats des laquais. Enfin, Lackey Syndicate, pour le 5 d'attaque, je pense, en embuscade. Tout à fait. On veut pouvoir gérer le problème en général, contre un boba jaune, vraiment, on est très heureux de mettre 5 dégâts au boba sec si on n'a pas d'autres cartes en main ou de cartes sur le board.
Comme ça, on sait que ça va être moins compliqué si jamais il a l'armure, quoi. Parce que là, on voit bien que le deck, il a pas de capacité de gestion de l'armure. Il n'a que 2 No Good To Me Dead, 2 Good To Me Dead en base. Bon, après le side, ça ira beaucoup mieux. Mais donc il faut pouvoir mettre des dégâts. Il faut pouvoir prendre le contrôle. Et bon, la laquais, bah, ça gère les bobas adverses. Ça permet de gérer le tech, le DJ, l'Akira, en survivant. Donc on peut faire du 2 pour 1. Donc ça, c'est très bien. Ouais. Non, non. Et surtout, c'est une bonne carte défensive de contrôle. Parce que ben voilà, elle est en embuscade, on sait où elle va. On n'est pas obligé de reposer sur le fait d'avoir une unité en jeu qui va attaquer une autre unité, où on a déjà affiché finalement la couleur à l'adversaire. Embuscade, ça permet de pas être lisible et donc d'être un peu plus... d'avoir un avantage supplémentaire. Et pour finir sur tes unités terrestres, tu rentres quand même 2 empereurs Palpatine. Ouais. Donc pour le mid-late plutôt. Ah, c'est pour la fin de partie, clairement. C'est une carte qu'on veut pas avoir dans la main de base. On aimerait bien la tirer un peu plus tard. Si on est en mode urgence et que ça se combine bien ou qu'on n'a pas eu de chance parce qu'on se retrouve avec une sneak attack, on sait pas quoi faire, qu'on n'a pas mis en ressources, bah, ça permet de le sortir à cette ressource. Sinon, on va aller chercher, parce que c'est ce que je disais justement, c'est que Cad Bane, à partir de la fin de partie, il a plus capacité à vraiment tuer d'unités. Donc l'adversaire va commencer à répartir les dégâts. Et bien justement, l'empereur Palpatine, il est là pour compenser ça. Puisque les dégâts, ils sont répartis sur les unités adverses, pas de problème, l'empereur Palpatine, il va faire le complément pour sortir tout le monde. C'est l'overwhelming barrage, en fait, qui va très bien avec Cad Bane. Bon, alors ça coûte 8, ça n'a pas du tout la même... ça sort pas aussi vite, c'est pas aussi fort, c'est pas... mais ça aide vraiment à stabiliser le board en fin de partie. Et certains le jouent pas, certains ils préfèrent le dragon, mine de rien. Le dragon, bah, il fait pas gagner intrinsèquement. On peut mourir. Souvent, c'est à ce moment-là où, parce qu'on joue qu'une base à 25 aussi, donc c'est compliqué avec la base à 25. Souvent, on est à 23 dégâts, 20 dégâts. Il faut vraiment qu'on tue les unités avant qu'elles nous tuent, tout simplement, puisqu'on n'a pas de sentinelle. Donc, Palpatine, c'est parfait pour ça. Ouais. Et puis, contrairement au dragon, lui peut cibler les unités spatiales. Voilà. Et ça fait exactement la bonne transition avec le spatial justement, qui est un peu, alors j'ai envie de dire le parent pauvre de ce deck, avec. c'est ça. Avec 5 unités. Et il faut faire des concessions. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'unités spatiales, effectivement. Il y en a un peu plus en side, parce qu'on sait que contre un deck agressif sur le spatial, comme peut l'être un Kylo jaune, par exemple, on est en difficulté, quand même. Même si on arrive à tuer le premier volant, après, il y a quand même de la densité de spatial qui fait que ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de prendre le contrôle. Le 3-4 pour ça, il est parfait. Le Punishing One, vraiment, il est solide. Sachant qu'on va quand même se débarrasser de la wing qui va sortir chez Sabine immédiatement, donc lui il va pas survivre. Et donc derrière, après, le fait de poser un Punishing One, bah, quelque part il va venir interdire le spatial à un deck aggro comme Sabine. Bon, ça nous empêchera pas de mourir sur un vrai cœur ou un pot, mais en tout cas on va pas perdre sur le spatial grâce au Punishing One. Donc il faut vraiment, en fonction du deck qu'on joue, du deck joué par l'adversaire, décider s'il part en ressources ou pas, parce que certaines fois, ça vaut pas du tout le coup de le poser. On cherche pas l'agression, donc on veut vraiment du contrôle. Donc il est uniquement là pour réagir ou pour faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des volants qui vont sortir. On le pose, comme ça on interdit le spatial, il va pas dépenser plus de ressources que ça, puisque nous, on va avoir perdu un peu de tempo pour poser ce 3-4, et donc il va essayer de passer par le sol. Mais au moins on est sûr que on sera pas en difficulté, puisque au sol, on peut gérer avec nos embuscades. Ouais. Le Ruthless, alors, en 2 exemplaires. Ouais, 2 exemplaires. C'est une carte que beaucoup de personnes aiment, surtout en combinaison avec Sneak Attack. Pour tuer un joueur contrôle, en fait, puisqu'il a quand même capacité à mettre 8 dégâts en mode surprise. C'est-à-dire que le joueur contrôle, il va juste dire je prends l'initiative, nous on va faire sneak attack, je pose Ruthless Raider, je te mets 2 dégâts à ta base, 2 dégâts à unité qui traîne, je t'attaque, je te mets 4 dégâts à ta base, et fin de tour, il meurt, et je remets encore 2 dégâts à ta base, donc je t'ai mis 8, comme ça, sorti de nulle part.
sans qu'ils s'y attendent, ça tue. Après, ça permet aussi de gérer la problématique qui est le Fire Spray, avec un sneak attack aussi, puisqu'il est capable de coller 6 au Fire Spray. Hein, il met 2 en arrivant et 2 en allant taper dedans. Donc ça, c'est comme une pièce de contrôle. Sur un deck qui va peut-être pas trop contrôler, ou c'est nous qui sommes un peu plus aggro, on va se permettre de le poser, mais il faut qu'il arrive. S'il est dans la main de base, clairement, il va partir en ressources. Je vais pas le garder, c'est pas la carte clé qui va me permettre de prendre le contrôle de la partie. Mais par exemple, contre un jeu qui va jouer beaucoup de volants, oui, là, je vais aller le chercher, je vais le garder. Mais sinon, en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de cartes en 2 dans le deck. Et donc, c'est un petit peu en fonction de ce qu'on tire, on essaye de gérer au mieux, quoi. Le jeu se veut vouloir ouvrir en fait des possibilités et d'être assez flexible en fonction des situations de jeu. Alors oui, il a moins de stabilité, c'est sûr, puisqu'on joue plein de cartes en 2 exemplaires. Mais bon, il y a des cartes que je veux pas avoir. Je veux pas, par exemple, avoir 2 Palpatines en main de base. Donc c'est pour ça que je joue pas 3 Palpatines. Ouais. Je veux pas avoir 2 Ruthless Raider en main de base. Clairement, c'est pas ça que je veux avoir. Donc c'est un peu ça ma logique, qui va expliquer pourquoi certaines cartes sont uniquement en 2 exemplaires. Voilà. Ok. Donc on a vu toutes ces unités, et évidemment, dans un deck où il y a de la ruse, il faut avoir des événements. Là, on en a quand même un sacré paquet, on a 19 cartes événements. Tu disais, tu joues à peu près tu drops une fois par tour, enfin une unité par tour, à peu près. Tu fais rarement plus. Non, oui. Il te laisse pas mal de ressources pour pouvoir jouer justement tes événements. Bah oui, on va beaucoup jouer sur les tricks, hein, tout ce qui est astuce. Par exemple, je jouais la carte qui permet aussi à un moment donné, je joue en astuce la carte qui permet d'engager une unité et qui donne un bouclier à une unité qui astéroïde, je sais plus comment elle s'appelle là, qui donne un bouclier à une unité qui coûte 3 ou moins, puisque c'est aussi une astuce. C'était assez c'est pareil, ça permet de gagner en fait le contrôle du board. Ça permet pas de tuer, mais ça permettait de contrôler. Mais au final, je l'ai remplacé par No Good To Me Dead parce que c'est sec. No Good To Me Dead, ça gère un Fire Spray, ça gère, ça donne tellement de temps. Et puis c'est la seule carte qui permet de gérer le principal péril du jeu, qui est un Boba sous armure. Donc là, il y a pas de choix. Shot First, c'est essentiellement une carte qui va servir à prendre le contrôle contre un jeu qui est plus agressif que nous. Donc un Boba jaune, un Sabine, un Kylo double rouge, enfin tout ça permet de garder ses unités et de toujours avoir ce contrôle sur le board, quoi. Après bon voilà, Waylay c'est la même chose, mais c'est plus une carte de contrôle de fin de partie. Waylay contre les grosses créatures. Bon, bien qu'on n'ait pas envie de faire un Waylay sur un Maul ou sur un Darvador, mais faire un Waylay sur un Fire Spray, c'est tout à fait acceptable, ça nous donne un tour et c'est très bien pour tout le monde, quoi. Enfin, surtout pour nous. Voilà, et après, Shot First, le Blaster qui est une carte qui est assez fantastique aussi. Tu parles du Blaster du 44 ? Ouais, le Blaster BL44 qui tourne bien, ouais. Bon, après, Sneak Attack, c'est vraiment... Le No Bargain, parle-nous du No Bargain dans ton deck. Alors le No Bargain, l'idée est pas de moi, hein, elle vient d'un autre joueur sur le Discord français qui est Bronto, qui a monté une liste Cat Bane Discard, dont je me suis inspiré pour modifier ma liste suite à mon errance hors Cat Bane avec les multiples talls que j'ai pris contre Boba double jaune. Donc la volonté là, c'était vraiment d'essayer cette carte pour déjà, je m'étais aperçu que certains jouent Jabba, jouent 3 Jabba avec seulement 8 astuces, et en fait il n'y a pas assez de consistance sur Jabba. Du coup, ce qu'on veut, c'est faire du card advantage. Il faut vraiment qu'il ait tous ses pouvoirs actifs pour qu'il soit vraiment rentable, et augmenter la consistance d'astuces dans le deck, c'est la bonne direction pour moi. Et très souvent en fin de partie, l'adversaire va poser il va plus avoir de cartes en main, il va piocher ses 2 cartes, il va en mettre une en ressources pour ramper, il va en garder une. Pour peu qu'on ait l'initiative, on lui enlève la carte. Nous, on en pioche une en plus, donc ça nous ouvre des solutions. Le fait de pouvoir piocher, et du coup là, on prend complètement le tempo sur la game. Voilà. Puisque là, il fait rien à son tour. Donc,
On voit quand même Enfin, il va attaquer. qu'effectivement, ton deck, t'as quand même trois cartes, donc entre les basines, les no bargain et les pillages, t'as quand même 9 cartes qui te permettent de faire défausser l'adversaire. Voilà. T'es sur Alors un profil exactement, un peu mixte, défausse. c'est un deck contrôle mid-range. Enfin, on peut pas appeler ça que c'est vraiment un contrôle parce qu'il a pas Mhm. d'anti-créature directe C'est comme ça, ouais. un deck vigilance pourrait avoir. Mais pour autant, il a cette capacité à prendre le contrôle sur le board grâce au ping et aux multiples dégâts. Ouais. Et Et la le défausse. pillage, c'est la même idée, hein, c'est d'exploser la main de l'adversaire et de prendre le contrôle sur le late game, tout simplement. C'est ça. Au final, pillage, des fois, on peut se permettre de jouer au tour 4, donc à 5 ressources, contre un jeu contrôle, ce qui était le cas dans certains de mes matchs, contre notamment Kira. Voilà, Kira, j'ai rencontré 2 fois Kira, et au tour 5, ça fait très très mal, parce que quand on arrive à enlever deux drops de late game, un super laser blast et un Vador, ou un super laser blast et un Snoke, ça fait du bien quand même, pillage, c'est sûr. C'est ça, le meilleur moyen quand on n'a pas Mm. possibilité de gérer sur le board, bah, c'est d'empêcher que les cartes arrivent sur le board, donc la défausse, Exactement, très bonne exactement. alternative. Mm. D'accord. On voit ensuite au niveau de ta réserve, donc tu joues alors comment dire, une réserve qui est orientée. Dis-moi, j'arrive pas trop à voir Alors au niveau de la le réserve, match-up. alors en fait le troisième joueur toulousain, parce que moi je me suis positionné par rapport au méta Ouais, et par rapport aux joueurs toulousains, donc un troisième d'accord, bon joueur aussi qui jouait Bosque Bleu. Voilà. d'accord. Et donc je savais qu'il y avait un gros risque qu'on se rencontre. D'ailleurs, je pense qu'on aurait pu se rencontrer soit dans les rondes, soit en top 8, puisqu'il est allé en top 8 avec son jeu, puisqu'il avait vraiment tryhardé Bosque Bleu à fond. D'où le Et donc confiscate. ouais. Donc je D'accord. voulais, déjà la partie discard est rentrée dans le jeu en pensant à ce match-up-là. Et le side aussi se veut d'avoir des cartes pour pouvoir gérer ce match-up. D'accord. Donc contre un Bosque Bleu, évidemment, le T-Fantôme, c'est ce qu'on veut. C'est la plaie, ouais. Confiscate, ça permet de gérer les primes qu'il va nous mettre et d'éviter qu'il gagne des points de vie. C'est ça. Bien que le deck est déjà assez disruptif, parce que s'il met des primes sur des unités Underworld, on risque de les remonter avec Maclunky, ou on va pouvoir remonter nos propres unités avec Waylay, donc avoir un contrôle, l'éviter de bénéficier des primes ou des doubles primes si Bosque est sorti. La discard va vraiment lui faire du mal. Après, il va y avoir un combat de discard parce que lui aussi il joue des pillages. Mais bon, un petit fantôme non géré, c'est game. Et justement, donc contre les decks contrôle, en fait, le dragon rentre. Voilà, parce qu'on sait qu'on va aller à 9 ressources, il n'y a aucun doute là-dessus. Même si c'est nous qui avons l'aggro, il y a beaucoup d'unités qui vont mourir au passage sous les anti-créatures secs de la vigilance. Donc, alors un dragon, ça permet quand même de bien vraiment embêter en termes de tempo le joueur bleu, quoi. Ouais. Ouais. Et Euh, tu alors as... sur le sideboard, j'ai dit par rapport, il est vraiment orienté aussi pour pouvoir compenser les faiblesses du jeu, parce que c'est un petit peu quand même. C'est pour ça que j'ai vraiment longtemps hésité à jouer ce jeu-là, et au début je voulais pas le jouer parce que je savais que le méta est rempli de boba vert notamment. Euh, et donc, on n'a pas un match-up favorable, hein, c'est quand même une réalité. Donc, aller jouer un deck qui se fait battre par le deck le plus fort du méta, c'était quand même pas le call le plus évident. Donc, il fallait absolument avoir dans le sideboard de quoi gérer cette situation. Donc le troisième No Good To Me Dead est là pour ça. Les deux, alors je me souviens plus, c'est la carte qui détruit une sabotage, je pense. La carte qui détruit une amélioration, pour ne pas Confiscate, le ouais. citer, Confiscate, ouais. l'armure de Boba, voilà, Confiscate. Donc tout ça, on veut l'avoir rapidement. Ouais. Il s'est avéré aussi que le Boba double jaune, même si le match-up est plus favorable, je pense, pour Cat Bane, mais ces cartes-là sont vraiment efficaces aussi contre le Boba double jaune. Et contre on a tendance à rentrer aussi les sentinelles Villainy, les Black Sun Starfighter, pour pouvoir Ouais. prendre aussi, s'assurer d'avoir un petit peu de contrôle sur l'espace, parce que il va essayer de passer par là, le Boba double jaune, clairement. Clairement. Donc voilà. Alors la petite carte surprise, c'est le troisième Daring Raid, Ouais. parce que le Daring Raid, en fait, on le joue
Bah parce que justement, ce que je disais à un moment donné, en fait, souvent, il va mettre les dégâts de Cat Bane sur une unité qu'on peut pas atteindre. Il va commencer à stocker les dégâts sur l'unité. Ben, le Daring Raid, finalement, il a cette capacité à aller tuer l'unité et finalement à l'embêter, quoi. Voilà. Ouais. Donc, mais après, j'avais tendance. C'est une carte qui est critiquable dans le sideboard. Elle est pas forcément nécessaire parce que c'est un Daring Raid. On ne veut pas en avoir deux en main de base, clairement. À nouveau la règle que je m'étais fixée. Donc elle n'est pas forcément nécessaire en side. Elle permet aussi d'aller chercher les ultimes points de dégâts contre un jeu contrôle. Parce qu'il y a un moment donné où il va réussir à, il y a toujours ce risque-là qu'il reprenne le contrôle du board rapidement, parce que Snoke, c'est pareil, c'est pas non plus notre grand ami, hein, puisqu'on joue jaune, donc nos unités ont pas beaucoup d'endurance et ont tendance à vite sauter sur Snoke. Ouais. Voilà. Bah après, ce qu'il faut quand même bien se rendre compte contre contrôle, c'est pour ça qu'on n'en a pas mis plus, hein, c'est que, comme tu le disais, on joue 9 discards, plus les 3 Maclunky. Donc en gros, on peut jouer jusqu'à 12 discards. Puisqu'on va remonter Basine, on va rejouer Basine. C'est infernal pour contrôle. Ah oui, perdre 2-3 cartes clés en contrôle, vous êtes mal. Ah oui, il déteste la discard contrôle. Et là, on va lui proposer 12 cartes de discard qui font toutes... alors, les Basines font pas de carte advantage, mais elles sont ciblées. Et les deux autres sont pas ciblées, mais proposent du carte advantage pour pouvoir continuer à avoir du tempo, quoi. Ok. Donc, effectivement, pour le deck, on a eu une bonne analyse. Moi, je te propose de voir un peu au niveau des match-up. Qu'est-ce que tu jugerais match-up favorable contre toi? De base ou après side, bien sûr. Bah clairement, je pense que avant side, le boba, les deux bobas sont des match-ups qu'on va pas aimer, clairement. Mais après, c'est pareil dans un tournoi, on peut se dire qu'on va détruire tel deck. Mais au final, la joie des appareillements ou l'aléatoire des appareillements fait que on les voit pas en fait. Ouais. Donc alors oui, c'est un petit peu comme les decks Palpatine vert qui disaient bon bah moi je perds contre Sabine, c'est pas grave, je parie que je vais pas tomber contre Sabine. Et il y en a certains qui arrivent à passer entre les mailles du filet, qui se retrouvent en top 8 et qui affrontent d'autres decks. Toutes les Sabines ont été éliminées puis ils vont gagner le tournoi. Bon, faut accepter de toute façon, hein, c'est un jeu de cartes, il y a une part d'aléatoire. Il y a un aléatoire dans les draws qu'on a, il y a un aléatoire dans les appareillements, c'est comme ça. Donc oui, Boba c'est le deck le plus fort. Oui, on est en difficulté contre lui avant side. Pour autant, finalement j'ai rencontré des Boba jaunes, j'ai réussi à les passer. C'est pas un match-up impossible. Le match-up est peut-être un peu plus difficile contre Boba vert, mais pour pas les avoir fait au final, j'ai pas pu les pratiquer plus que ça, un petit peu sur Karabast. Je pense qu'on peut se tenir, mais ça dépend vraiment des tirages, quoi. Forcément, si quand il a cette ressource, il arrête pas de tirer des cartes des Vador, des Maul, constamment à chacune des draws, on va perdre. Mais ça, qu'on joue un deck qui est faible contre Boba ou pas, on va perdre. Voilà, ça dépend même plus du jeu là, ça dépend pas du jeu qu'on joue, ça dépend du déroulé de la partie. Hors Boba, qu'est-ce qui est défavorable pour toi en match-up? Bah Boba armure, la game peut être pliée en 2 tours, 3 tours. Ouais. Et hors Boba, hors deck Boba, qu'est-ce que t'aimerais pas Boba, affronter? tout le reste, tout le field, on peut le gérer. Tu gères clairement, et même Boba, c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Il a un avantage. Mais on peut le gérer. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est qu'il est quand même assez souple, c'est un mid-range un peu contrôle, et il n'a pas de match-up défavorable, mais il n'a pas non plus de match-up ultra favorable. On y arrive, justement, je pense. Avec un bon joueur avec un bon joueur, et puis oui, effectivement. Après, le système des pairings est important aussi. Hein. Donc au niveau des match-up favorables, au début, j'aurais dit qu'on était capable de battre assez facilement un deck Sabine, mais au final, c'était le cas en début de saison, parce qu'ils savaient pas trop comment gérer Cat Bane. Alors, ce qu'il faut quand même bien savoir aussi, c'est comment on joue un deck Rogue, et c'est un peu la volonté, hein, c'est que les gens savent pas jouer contre. Ça. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui font des misplays parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc c'est aussi l'idée de jouer un deck rogue, hein, c'est d'avoir cet avantage-là sur eux, qui est que nous on connaît parfaitement les match-ups, eux non. Donc on peut réussir à les passer. Voilà.
Et par rapport au match-up favorable, au début j'aurais dit Sabine, mais finalement ECL avec Pau, ça retourne tellement des parties. Ouais. Et surtout que nous on essaie de prendre le contrôle sur le sol, donc un Pau bien placé peut vraiment relancer totalement à Sabine. Le deck il a pas de moyen de gagner des points de vie, il a que 25 points de vie. Donc au final c'est très très chaud, Sabine c'est chaud aussi. Même si on tue la première unité, elle va remonter, elle va grinder doucement, et puis bah c'est pareil, si elle arrive à poser un sabre, c'est un vrai problème. En plus ça c'est tour 3 qu'elle va mettre le sabre, donc on n'aura pas d'unité qui peut la tuer. Après avec un Forlom ça peut le faire si elle pose Sabine toute seule. C'est là où les gens qui savent pas jouer contre Cad Bane, ils vont se dire ah bah tiens j'ai mon sabre, je sais pas grave, je pose Sabine toute seule. Et tout d'un coup on sort Forlom, on met 4 dégâts, plus le ping de Cad Bane, Sabine elle sort, et là ils se disent ah mince, je l'avais pas vu comme ça. Et Ouais. s'ils l'avaient vu, bah, ils auraient peut-être joué une unité, ils se seraient dit bah le sabre on va attendre un peu, on va poser des bodies pour contrôler, et au moins on est sûr que même s'il a Forlom, on va pas perdre Sabine. Bon ben voilà, c'est un petit peu ces petits avantages là qu'on a en jouant ce type de deck rogue. Ok. Mais on n'a pas de match-up favorable non plus. Là, tel que la liste elle est construite, oui, un match-up qui nous est favorable, clairement Kira. Des decks soft control, on peut arriver à les passer. Kira, elle est plus facile par exemple qu'une Eden Verso parce qu'elle va gagner moins de points de vie. Ouais. Et donc on va réussir à la tuer. On va réussir à la tuer avant qu'elle prenne le contrôle sur le board. Donc ça, et en plus, Kira est un deck un peu hybride. Elle essaye de prendre le contrôle avec ses créatures aussi. Elle a aussi ses anti-créatures secs. Mais au final, Kira joue pas 3 Super Laser Blast comme peut le jouer un deck Hard Control. Donc donc on va partir en mode combat de créatures avec des shields. Et là, Cad Bane, il excelle contre le shield parce qu'il faut bien se rendre compte que le ping de Cad Bane, c'est voilà, boum, le shield il saute, c'est direct. Donc ça c'est très favorable, hein, que ce soit en début ou en milieu de partie contre Kira. Kira effectivement est un bon match-up, je pense quand même. Effectivement. Donc ça c'était pour ton deck et ton retour d'expérience sur les match-ups. Concrètement, tu fais combien de games à Toulouse au PQ? Eh ben 7 plus 1 pour le top 8. Vous faites quand même 7 tours de ronde à 80 joueurs. 7 rondes. Alors après, c'est un peu comme Showdown, en fait, je me fais démonter en première ronde, donc c'est pas idéal, hein, parce que bon, quand on a bien pratiqué les tournois, on sait que perdre la première ronde, ça veut dire que derrière... ça peut être volontaire pour sous-mariner un peu, hein. Non, mais on sous-marine pas. En perdant la première, on fait un sous-marin, peut-être, ouais. Mais on ne peut plus perdre aucune partie. C'est ça. Donc tu perds la première. C'est un vrai problème. Ouais, je perds la première. Contre du. Je sais que... contre un joueur qui jouait Cad Bane et qui avait changé de deck. Donc il connaissait bien mon match-up. Moi j'étais un petit peu pas trop réveillé, et donc j'étais en rodage quoi, hein, parce que quand même le deck je l'avais monté la veille. Bon, j'avais joué sur Carabas avec un copain, je m'étais un peu entraîné et tout, mais j'avais pas fait tous les match-up, donc je joue contre un Han 2 bleu. En plus, sur le forum, sur le Discord, justement, Bronto, qui jouait la version Discord, avait bien expliqué comment gérer le match-up, mais j'avais complètement oublié. Et au final, le but, c'est de retenir Tarkintown le maximum pour pouvoir tuer le Kananjarus, en fait, qui va arriver avec 2 dégâts. Donc, Tarkintown le tue immédiatement. Ouais. C'est vrai, pourtant, c'est un match-up qui est favorable parce qu'on se dit, finalement, s'il commence à posséder des unités blessées, avec Tarkintown, on peut gérer. Mais il m'a posé un Yoda et j'ai voulu absolument le gérer avec mon Tarkintown. En gros, j'ai balancé une ressource. J'ai mis 3 dégâts sur une unité à qui il restait plus qu'un point de vie puisqu'il avait pris le ping en plus. Ça servait à rien. En plus, il a pioché une carte. Et donc, ça m'a mis dans le jus complet. J'ai perdu le premier match. Le deuxième match, il arrive à l'emporter même si c'était plus serré. Et donc, j'ai pris un 0-2 sec en première ronde. Donc après, on s'est parti parce que je me doutais, hein, parce que après quand tu perds la première, t'as toujours au niveau des goal average et au niveau du départage, t'es le dernier. Voilà, ouais. C'est pas compliqué, t'es tout en bas. Donc même si jamais on savait qu'avec 2 défaites ça passait dans le top 8, pas quand t'as perdu la première, ça passe pas. Ouais. Donc il faut tout gagner. Donc après, ça a été la longue remontada, comme on dit. Ouais. Et j'ai quand même mis 5-2-0. Ouais.
Donc j'ai eu la chance de rencontrer 2 Kera successivement. Donc là, ça s'est vite plié. Après, j'ai rencontré un Han jaune, Han 1 double jaune. Donc il savait pas trop jouer contre le deck, contre Cat Bane, donc ça s'est bien passé. Après, j'ai rencontré un Boba double jaune. Je m'attendais à prendre une armure et à voler. Et en fait, BG, pareil, il savait pas jouer contre le deck. J'ai tourné autour d'armure pendant les 2 games. J'étais full. J'avais dans la main de base, j'avais la carte qui gère. J'ai perdu encore le nom. Qui gère l'équipement, l'upgrade. J'attendais à ce que l'armure sorte et tout. Elle est jamais sortie. J'arrive à remporter la partie. Je dis mais elles sont où tes armures? Et puis il me dit je les joue pas. Je dis oh. J'étais là, j'ai fait ah. Pourtant j'avais tourné autour pendant toutes les 2 parties. Mais bon, parfait. Hein, moi qui joue pas les armures, ça me va bien parce que dans vraiment les gros points faibles, il y a armure et on sait pas aussi, mais on en a pas parlé, c'est T-Fantôme. Parce que l'armure, pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, elle va absorber, comme c'est lui qui assigne les dégâts de Cat Bane, et ben le ping, il va le mettre sur Boba avec son armure, et donc en fait, il va jamais prendre de dégâts. C'est le même principe sur le T-Fantôme. En fait, le T-Fantôme, il peut pas prendre de dégâts d'un effet adverse. Donc en fait, dès qu'on fait le ping de Cat Bane, et ben il va dire bah tiens, je vais le mettre sur le T-Fantôme et il prendra pas de dégâts. Ce que j'allais dire, dans les match défavorables que t'as pas cité, tu n'as peut-être pas rencontré, mais contre un Tarkin jaune, je sais pas si tu fais grand chose en fait. Hein. On a Waylay, on a No Good To Me Dead quand même. Ouais. On a des moyens de gérer. Parce qu'il joue full espace, qui est ton point faible, et il joue du taille fantôme qui annule ton ping. Donc, après, ouais, mais la première unité spatiale, elle est pas là, puisqu'elle elle saute. Donc déjà, il a pas le tempo. On peut tenter d'agresser. On a Basine pour essayer de gérer quand même. Le match-up est pas si défavorable que ça au final, parce qu'on a les 3-4 qui tiennent quand même le board. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jabba aussi, il nous offre ses solutions, parce que Jabba, quand on le pose, on va chercher dans les 8 prochaines cartes. Donc, on va, c'est pas un démo, c'est pas un tutor à la Magic sec, quoi, d'accord. Mais ça permet quand même d'aller chercher un Waylay. Donc, le Waylay, c'est un problème pour le deck, le deck Tarkin. Hein. Tous les tokens d'expérience qui disparaissent, effectivement. Ah oui. Donc le match-up est pas si défavorable que ça, surtout qu'au niveau du board, il va rien contrôler du tout. Il va essayer de full face. Non, ça se tient. C'est pas, je dirais pas que. Bon, après, c'est la raison pour laquelle aussi, hein, dans le side, il y a les 3 Black Sun Starfighter, hein, donc ils sont là aussi pour ce match-up-là, parce que je sais que j'ai une faiblesse, effectivement. Et sur ton top 8, du coup, tu perds contre qui en top 8? En top 8, bah, je perds contre le finaliste qui joue un Han 1 double jaune qui jouait très très bien. Le problème, c'est qu'on a vraiment pris notre temps. On avait 70 minutes, mais on a mis 45 minutes pour faire le premier match. D'accord. On a réfléchi à chacun de nos plays et tout, comme si on était en mode chill au bord de la plage en train de siroter un cocktail. On était là à regarder chacun de nos plays ultra précis. Et au final, bah, ça va me desservir, clairement, parce que j'arrive à gagner il gagne la première à l'arraché. J'étais à 23 points de vie, j'avais pris le contrôle sur le board, mais comme je joue pas de sentinelle, bah, il arrive à poser un faucon, enfin une unité volante en fait. Je crois pas que c'était un faucon, ou c'est un faucon, c'est le deuxième faucon que j'arrive pas à gérer parce qu'il a 5 ans d'endurance et que je peux pas tuer. Et il vient me mettre l'ultime point de dégâts alors que je le tuais le même tour. Quoi. Voilà. Deuxième partie, là j'arrive à prendre le contrôle de la partie et avec la discard ça se passe bien. Et troisième partie, bah, en fait il nous reste 7 minutes. Et en fait, là, l'arbitre commence à regarder le ruling sur le départage en cas de double draw, en cas de draw sur les phases finales. Et bah, c'est mal fait. Enfin, moi, c'est mon opinion, hein, en tout cas, mais c'est pas le départage n'est pas sur les dégâts infligés à la base. Le départage est sur les points de vie restants à la base. Donc, ce qui fait que comme moi, je joue à une base à 25 et lui joue une base à 30, de base, il commence avec 5 points d'avantage. Ouais, c'est ça, T'as déjà un malus de 5, ouais. Voilà, donc là, il nous reste 7 minutes. Je sais qu'on est tous les deux avec des decks qui globalement vont aller sur le late game. Donc, il n'y a pas 36 choix. Il faut que je joue ultra agressif et très vite. Donc, je demande à l'arbitre de m'assurer que mon adversaire prenne pas trop de temps non plus sur ses réflexions pour que le match-up soit équitable.
voilà, Ouais. qui prennent un temps raisonnable, tout Bien simplement, sûr, et qui prennent pas trop de temps. Mais je joue très très vite parce que je veux aller au bout. J'arrive à au début prendre l'aggro, clairement. Mais je joue en mode casino, tu sais. Enfin, je sais pas si t'as fait ça un peu dans les jeux de cartes. C'est quand tu joues avec des potes, tu te dis, allez, on a 5 minutes, on fait la partie à fond, ouais. on y va, quoi. Ouais. Je fais un misplay, voilà, un misplay. Bon, après, on a quand même 8 rondes derrière nous. Il était Et puis 18 heures, quelque chose comme ça. tu joues contre nature parce que tu l'expliques bien, ton, Mm. ton mindset de ce deck, c'est justement de pas jouer aggro au début et de contrôler. Et là, Ouais. tu te forces toi-même à jouer aggro. Donc, t'as fait 7 Ouais, games après, où t'as pas joué comme ça. Donc, oui, forcément, c'est- la Oui, fatigue, voilà. plus un jeu forcé, tu peux faire du Mm. misplay, ouais. Donc je fais un misplay et clairement je perds sur le misplay, mais bon c'est comme ça, Mais ça ça, fait du coup, partie. ça se finit en draw avec... Non, il me tue puisqu'on a T'as vraiment joué réussi à jouer. vite. D'accord, ouais. Ok. L'arbitre il me tue, il doit rester 1 minute Ok, peut-être, quelque chose comme d'accord. ça parce qu'on a vraiment joué à fond. Ok, ouais, d'accord. Il me tue, il gagne la partie, puis comme ça. Ok, Voilà, c'est ok. contact, très bien, félicitations et puis on passe à autre chose. Hein. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai 100% des gagnants d'un tournoi ont eu de la chance. C'est un peu comme la Française des Jeux, tu vois, 100% des gagnants ont Ça, joué à la loterie. c'est sûr, C'est pareil, 100% des gagnants ont eu de la chance. Donc évidemment. il faut accepter cette variable aléatoire dans les tournois. On peut avoir le meilleur deck de l'univers, on peut avoir que des match-ups pourris, on peut avoir un deck tout pourri et se retrouver en top 8. C'est comme ça. Voilà, C'est ça fait ça. partie du jeu. Il faut mentalement s'y préparer. Quand ça passe, on est heureux. Et on le mérite souvent. Hein. Je dis pas que le gagnant d'un tournoi, il a eu que de la chance. Non. C'est un très bon joueur. C'est aussi, d'ailleurs, mon adversaire était un très bon joueur. Hein. Il a joué un bon jeu, il a fait un bon call méta et il a eu de la réussite. Bien Parce que sûr, hein. tu ne peux pas gagner un tournoi sans avoir de réussite. C'est Impossible. 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 Tout à fait. Du coup, après ce PQ, alors là, on est à 2 semaines de la sortie du prochain set, bien sûr. On va pas forcément parler des futures cartes, mais déjà en Hmm. piste d'amélioration actuellement, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu voudrais faire ressortir là? Eh bien, au final, ça va dépendre du field sur lequel on joue. Bon, demain, de toute manière, c'est la dernière journée des PQ, si j'ai bien C'est ça. souvenir, si je me trompe pas. Donc, c'est un conseil qui est valable, on va dire, plutôt de manière générale, si on veut s'amuser avec le deck jusqu'à la sortie des AP. Moi, en termes de modification, les pillages m'ont pas convaincu. D'accord. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes en se disant si on doit enlever de la discard, on va plutôt enlever nos bargains et garder pillage parce que pillage c'est plus fort, c'est plus direct. Ouais. Mais en fait, dans ce deck-là, pillage c'est moins fort que nos bargains pour moi. D'accord. Parce que nos bargains, déjà, ils donnent de la consistance à Jabba. Sous Jabba, il coûte que 2. Donc pour 2, j'enlève une carte à l'adversaire et je pioche une carte. Il sort plus vite et il se combine mieux. On peut faire un no bargain avec un grido qu'on a 5 ressources, ou no bargain avec une unité qui coûte 2. Ça laisse plus de place en fait au reste du jeu tout en ayant un effet un peu pénible quand même. Pillage va vraiment être une carte qui est bon que contre contrôle. D'accord. Même contre un deck un Han 2 bleu, j'ai pas trouvé ça fou. Ok. Même s'il joue plein de gros body. On est en train de ferrailler, on est en train de se battre pour prendre le contrôle du board. J'ai pas le temps de m'amuser à enlever 2 cartes de la main de l'adversaire et à perdre ce contrôle pendant un tour, quoi. Clairement, ouais. Moi, j'enlèverais pillage. Du coup, j'ai pas été convaincu non plus par Migs. Donc ça, c'est des cartes, vraiment ces 5 cartes là que j'enlèverais. Et je re-rentrerai un 3e blaster parce que blaster c'est trop fort. Voilà. Ouais, Blaster c'est trop fort. Je mettrai un 3e Forlom. Ça fait déjà 2 cartes et après je renforcerai le spatial. J'avais pas pensé à ça. Au début, je jouais les 2-3 qui engagent une unité qui a 4 points de vie ou moins, qui était joué beaucoup au 7-1. Je l'ai joué aussi. Mais finalement, je me suis dit que comment il s'appelle déjà, le volant 3-2 Underworld, Le Mercenary Gunship, ouais. Exactement, qui peut être pris en contrôle par l'adversaire en payant 4. Il permettait aussi de donner ce contrôle initial sur la partie. Ouais. Et justement de combler ce problème qu'on peut avoir contre les full volants. Okay.
Donc je pense que ouais, clairement, je rentrerai 3-3-2 volants, un forlom et un blaster en plus, et je sortirai les autres cartes. Mix, je le sors complètement. Pillage, par contre, je les garde, je les mets en side, et donc je fais de la place dans le side en enlevant les Black Sun Sentinel, le Daring Raid pour pouvoir mettre les pillages à la place. D'accord. Et ce qui permet de garder quand même cette partie-là contre contrôle. Après, si on joue dans un field où on sait qu'on a plein de contrôle, on peut mettre les pillages main deck, oui. Mais bon, sur 80 joueurs, qu'est-ce qui va justifier de jouer les pillages main deck même s'il y a beaucoup de contrôle, ça se trouve avec le hasard des appariements, on les verra pas avant le top 8, quoi. Bon. D'accord. Ok. Voilà les améliorations. Donc je l'ai joué un petit peu pour me faire plaisir sur Karabast. Mais bon, le problème de Karabast, c'est que le niveau, il est très aléatoire. Donc, donc on a du mal à savoir si c'est les bons calls ou pas. Mais voilà. Le deck en l'état, il sera joué comme ça. Et par rapport aux nouvelles cartes, oui, clairement, il y a des cartes qui vont rentrer dans le set 3 on a envie de jouer. Clairement, ouais. Ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo ensemble, écoute. On va laisser pour les citer, le Cat Bane, le Cat Bane légendaire, vraiment, en termes de tempo, limite on n'attaque pas avec, on prend le contrôle de 3 unités, on bloque le board. Même pas j'attaque, je prends 3 unités, je suis trop heureux. Et puis ils vont par deux là, enfin c'est une astuce aussi. Je sais pas si vous donc on peut aller le chercher avec Jabba. Ouais. Et puis donc vu que le deck joue que des Underworld, il faut avoir un trait en commun, donc on a tout est Underworld, donc ça marche bien et ça permet de jouer une unité à -5, donc là c'est parfait. C'est clairement une carte qu'on pourrait rentrer dans le jeu. Mais bon, il y a le 7-3, je ne saurais que trop encourager les gens à tester des leaders du 7-3 et à construire avec des leaders du 7-3. Ouais, et puis t'as la preuve qu'effectivement tester des decks, maîtriser de nouveaux decks, ça vous donne un avantage sur votre adversaire parce qu'il sait pas vous gérer, il sait gérer des Boba, il sait gérer de la Sabine, mais tu l'as dit, un Cat Bane, juste par le misplay, tu récupères un gap de victoire incroyable, je pense. Et puis très intéressant. Et puis surtout, ça permet de donner une fraîcheur au jeu. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce deck tech avec toi aujourd'hui. Je t'en remercie. Un grand merci à toi. Plaisir. Et puis, écoute, j'invite tous les visionneurs de cette vidéo à nous dire en commentaire ce qu'ils en pensent. Et puis, on se voit pour le set 3. C'est ça, l'amélioration de ce deck. À améliorer ce deck ou à jouer d'autres decks. Surtout, se faire plaisir avec ce super jeu qui est Star Wars Unlimited. Moi, c'est tout ce que je souhaite. C'est qu'il continue et que FFG le supporte correctement. Garder l'attrait des joueurs. Et puis qu'on continue à s'éclater tout simplement. Le but c'est de se retrouver en boutique, initier de nouveaux joueurs, faire des AP. J'aimerais bien aussi qu'on fasse plus de scellés et de draft. Aujourd'hui sur Toulouse on en a fait très peu à cause de la pénurie en début de set à chaque fois. Et moi je suis un gros joueur de draft aussi et je kiffe bien. Moi aussi, concrètement c'est mon format de jeu préféré et Star Wars Unlimited s'y prête vraiment, c'est vraiment je pense un des TCG qui se joue le mieux en draft que je connaisse. J'adore vraiment ce mode, mais il faut avoir du matos. Et effectivement, normalement, ça va être corrigé pour le prochain set qui sort au moment où on tourne cette vidéo dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine. Les AP, c'est la semaine prochaine.